朋友们，中欧关于电动车关税问题终于谈妥了。之前呢，欧洲说要收45%的税，现在不用了，改成一个最低价规则。这个价并不是定死的，每个季度呢会根据市场调一次。其实呢，这件事情吵了很久。2024年10月份，欧洲宣布对华电动车最高加35.3%的反补贴税，再加上本来就有10%的进口税。有些车算下来快交一半税了，中国车企出口成本一下子就上去了。商务部呢就立刻回应了，对欧洲的猪肉、白兰地这些产品搞了调查，两边你来我往，剑拔弩张。但是呢，到了2025年4月，突然又传出消息说要重启谈判，欧洲呢也意识到真打贸易战谁都不好过。那么这一次达成的是价格承诺机制。简单说呢，中国只要答应卖车不低于某个价，就能免掉那笔高额反补贴税。欧委会呢还发了个指导文件，说所有企业一视同仁，不会专门去卡谁。其实呢，这比直接征税要好多了。某种意义上来说，相当于把原本给欧洲政府交的关税，现在留下来作为车企自己的利润。而且呢，这个价它是动态的，高配车如果用了800伏平台或者是固态电池等等，还能申请技术溢价，价格上限能往上提15%到30%，这就鼓励大家往高端走，并不是光靠便宜去抢市场。数据呢也能说明问题。2025年中国对欧电动车出口额涨了140%，占到总出口额的35%。欧洲已经是中国最重要的海外市场之一，真要是被高关税给拦住，损失还是挺大的。那么现在好了，税降下来了，出口成本低了，销量肯定能冲一波。特别是那些自己有3电技术、零部件都能自产的车企，利润空间更大。比如呢，宁德时代已经在匈牙利建了电池厂，比亚迪也要在德国设研发中心。这些提前布局的公司现在优势明显，消费者也受益了，不用多花钱，中国车也能继续卖，算是双赢。另外呢，不只是整车受益，配套产业链也跟着张冠，电池、电机、电控这些核心部件，现在欧洲1半以上的供应都来自中国。协议之后呢，合作更稳了，连带充电桩、智能网联这些服务也有机会进入。其实呢，这件事情背后还有个更大的国际环境影响。美国那边川普现在在大闹天宫，而中欧这个时候如果能坐下来谈出结果，也算给动荡的世界打了一个样。争端不一定非得靠制裁来解决。总的来说这一场持续1年多的摩擦算是暂时的缓下来了。中国车企保住了欧洲市场，欧盟也拿到了产业缓冲期，给自己本土汽车业进行积极转型争取了一定的时间。不过呢，松一口气之后我们并不能放松警惕。欧洲人并没有彻底投降，他们只是不甘心失败而采取了缓兵之计。一旦他们在市场上又缓过劲来，那一定会用行政或者司法手段继续的搞我们。所以呢，接下来的3-5年，双方的电动车在欧洲市场上的博弈结果是最关键的，它会直接决定欧洲是重燃希望，还是彻底跪服、缴械投降。接下来呢，我们看一段法国媒体对于这一次中欧协议以及双方汽车业未来发展的看法。说实话，当我看到有嘉宾在讨论彻底投降的可能性上，感觉还是很爽的。你们欧洲人撑不了多久了，早早认命其实比什么都强。Autour de la table, Sylvie Matera, Mathieu Plane et Ludovic Dessauté. On discutait pendant la publicité comment résister au charme des voitures électriques chinoises. C'est vrai qu'elles sont très belles, elles ont la meilleure technologie et elles sont 30 à 40% moins chères. Donc on se demande un peu comment, dans ce cadre-là, l'industrie automobile européenne va se défendre. On les voit, en tout cas à Paris, en région parisienne, exploser un peu de partout, ces voitures chinoises. C'est dans ce cadre-là que la Commission européenne a publié des lignes directrices qui devraient permettre aux constructeurs chinois de définir des prix planchers. C'est un peu technique, on va y revenir ensemble, pour compenser leurs subventions
public. Alors, la Chine salue une avancée que Bruxelles minimise, mais l'idée, ça serait que derrière, on enlève les surtaxes sur les voitures chinoises, hein, c'est ça, Ludovic ? Enfin, vous l'avez parfaitement expliqué, Raphaël, à l'instant, c'est-à-dire que plutôt qu'être dans un régime aujourd'hui de droit de douane, qui est le régime européen et qui est un régime classique vu de la Maison Blanche, on va dire, oui. Et d'imposer. L'Europe ouvre un dialogue. Alors, on va voir, la réaction chinoise est positive à ce stade-là, mais on va voir, après, ce dialogue va prendre des mois et des mois, en se disant, définissons, j'allais dire, par catégorie de voitures, selon le niveau d'équipement, la puissance et tout ça, ce qu'on appelle un prix plancher, c'est-à-dire un prix sur lequel ces voitures, en dessous duquel ces voitures n'arriveront pas en Europe, et qui doit normalement faire que toutes les subventions de l'État chinois soient retirées. C'est-à-dire, c'est réaligner un peu la concurrence. Non, mais alors, pardon, les droits de douane servent à ça, donc ça veut dire que les recettes qu'on va engendrer, nous, en Europe, grâce à ces droits de douane, finalement, vont repartir chez les constructeurs chinois. C'est ça la logique, Mathieu? L'accord potentiel politique, parce que, là, vous avez raison, il vaut mieux avoir des droits de douane qui vous récupérez qui vous font des recettes fiscales que d'augmenter le prix des imports sans droit de douane. Mais en disant vous mettez un prix plancher mais pas de droit de douane, ça veut dire vous ouvrez une négociation commerciale aussi pour les exportations européennes vers la Chine qui pourraient être moins taxées. Il y a un certain nombre de produits, nous par exemple sur la question du cognac, il y a aussi, etc. Ça pourrait être le porc. Il y a eu des rétorsions. Il y a eu des rétorsions sur le porc aussi, donc ce serait une arme de négociation surtout. Mais c'est vrai que au fond. Aujourd'hui, il y a entre 8 et 35%, je crois, de droits de douane sur les véhicules électriques. Depuis novembre 2024, effectivement, les droits de douane ont augmenté jusqu'à 35% sur les véhicules économiques chinois. C'est vrai que ça a entraîné une sorte de guerre commerciale et des rétorsions chinoises sur cognac, lait et porc. Donc voilà, donc ça c'est la négo, mais ça n'a pas empêché aussi le déferlement important. On parle de BYD, qui a encore, je pense, 2 ans, quasiment personne connaissait. Maintenant, tout le monde connaît, on fait qu'en voir. Je crois que le nombre de véhicules chinois vendus en Europe est passé. Je crois qu'on en a eu 730 000 cette année au niveau de l'Union européenne. C'était à peu près 500 000 il y a un an. C'est-à-dire c'est une hausse calculée de 40% en un an, malgré les droits de douane. C'est colossal. Donc c'est colossal. Ils sont en train de manger complètement le marché électrique, avec un avantage compétitif qui est incroyable. Mais qui est incroyable. C'est-à-dire que du coup le consommateur se retrouve confronté presque à des questions morales. Oui. Est-ce que je dois ou pas acheter? Le patriotisme économique. Si vous enlevez la question morale, vous l'achetez, quoi. Parce que c'est tellement attractif en termes de qualité-prix, sachant que, bien sûr, ils ont un gap énorme d'avance sur les technologies électriques. En plus, ils fabriquent les batteries, ils ont le stockage, etc. Ils subventionnent cette industrie-là. Donc, si vous avez une vision purement libérale des choses, vous pouvez dire le consommateur est gagnant. Est-ce qu'une économie, c'est un très beau débat philosophico-économique, est-ce qu'une économie peut tenir sur la morale des consommateurs? Je crois pas une seule seconde, moi, personnellement. Ça va être dur quand on voit le prix. Je rajoute un élément, mais on se retrouve, et j'allais dire, c'est le long terme qui dira, est-ce que Bruxelles, les lignes qui ont été posées par Bruxelles hier sont positives ou pas? C'est l'avenir qui va le dire. C'est un peu comme la négociation avec Ursula von der Leyen et Donald Trump cet été qui arrive jusqu'au 15%, c'est-à-dire que c'est le temps qui va le dire. Il y a un changement de méthode, on va dire. Dans le changement de méthode, je pense qu'il y a un autre paramètre qu'il faut intégrer, c'est le fait aussi que notre propre constructeur automobile sont en train progressivement de passer en mode chinois. La dernière Twingo est un produit conçu en Chine, chez Renault. Geely est présent chez Renault. On est dépendant de technologies. Il y a un accord entre Geely et Renault, et autres. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est pas, et Volkswagen est dans la même position. On n'est pas juste sur des constructeurs qui se font la guerre. C'est que c'est pas au plan commercial, mais au plan technologique, au plan de la conception de la production. On a 2 industries européennes et chinoises sur l'automobile qui sont en train de s'entremêler. Donc ça acte ça aussi. Ça acte le fait que les positions sont plus comme ça frontales. On va voir ce que ça donne. Oui. Ça peut être une voie de sortie, la coopération plutôt que la guerre commerciale. En fait, c'est aussi montrer. Mais entre la France et la Chine, est-ce qu'on se fait pas manger tout cru? C'est le risque. Par le géant chinois. Non, mais c'est le risque. C'est pas tellement s'entremêler. On a une très forte dépendance vis-à-vis de tous les matériaux
terres rares, par exemple. Je veux dire, la Chine est propriétaire des sources de terres rares de près de 80% au niveau mondial. Donc là, j'ai pas compris l'aveuglement. Tous les autres pays qui ont laissé la Chine prendre possession de cette. C'est un trésor aujourd'hui. C'est vraiment. Alors des terres rares, il y en a absolument partout, contrairement à ce que l'on dit. C'est les capacités de raffinement et de traiter ces terres rares qui effectivement est entre les mains des Chinois. Exactement. Et là, on est totalement dépendant. Donc en fait, on est dépendant d'eux. On s'entremêle par la force des choses, parce que pour faire des voitures électriques, on a besoin de ces batteries. Oui. On est soumis à la dépendance, quoi. Mathieu Plane. Je pense que cet effet-là sur le commerce européen va être certainement plus fort que même les droits de douane américains. C'est-à-dire les surcapacités de production chinoises qui cherchent en fait des débouchés aujourd'hui avec les États-Unis qui sont quasiment fermés. En fait, l'Europe est la cible privilégiée. C'est le premier marché commercial au monde. Bah oui. Et donc, on l'a vu déjà. On l'a vu déjà. Alors, l'augmentation des exportations. Exactement. Voilà. Et ça va assez vite. Moi, je vois, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit, on accepte d'avoir perdu la guerre de la voiture électrique, et on dit, profitons des bas coûts chinois et des subventions chinoises, parce que finalement, ils subventionnent leurs produits pour les vendre ici. Et donc, le consommateur sera gagnant. Il faut cibler d'autres choses. Soit on considère que l'industrie a encore de l'avenir. Il va falloir avoir une réaction forte. Soit fermer, effectivement, remettre des droits de douane plus sévères. Parce que je rappelle quand même que les Chinois ont un gros excédent commercial vis-à-vis de l'Europe. C'est ce qui est pas le cas des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. L'Europe, nous, on a un excédent sur les États-Unis. Oui. Donc c'est pas les mêmes rapports de force. Sur les biens, pas sur les services, mais sur les biens. Sur les biens. Là, je suis que sur les biens. Mais soit on accepte et dire tant pis, c'est fini et on profite des prix bas pour le consommateur européen. Soit on dit il y a un avenir et à ce moment-là il faut se protéger et il faut faire comme les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une vision stratégique sur l'automobile, y compris est-ce qu'il faut subventionner, créer des technologies vertes, les batteries, le stockage de batteries, tout ça. Il y a une vraie filière industrielle européenne. Et en fait, le truc, c'est qu'on en est très loin. Je me demande si c'est pas trop tard déjà. Mais voilà. Donc si on pense que c'est trop tard, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je me demande si c'est pas trop tard. Et en plus, alors les 13 millions de salariés de l'industrie automobile européenne qui vous écoutent tous, ils sont tous branchés sur les experts BFM Business. En ce moment, le débat, d'avoir peur si on dit qu'il n'y a plus rien. On va faire repousser l'échéance de 2035 pour les véhicules électriques pour permettre de sauver ce qui reste de véhicules thermiques en Europe. Donc c'est pas comme ça qu'on va prendre ce débat et qu'on va adopter, qu'on va essayer de faire comme les Chinois sur l'électrique. Puisque nous on est dans une position extrêmement défensive en Europe. Donc c'est pour ça, c'est peut-être un peu triste, mais je me demande si on n'a pas déjà la solution, c'est de dire non, c'est trop tard. Parce que si on veut être compétitif, faut être capable de produire des voitures à peut-être pas à ce prix-là, mais au niveau de gamme équivalent, et que le consommateur soit prêt à accepter à payer un peu plus cher pour sauver son industrie européenne aussi. C'est comme ça. Alors, pour l'instant, le débat, c'est on recule au-delà de 2035 cette obligation. Donc en fait, on n'est pas prêt à cette mise à niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur les transferts de technologie aussi? C'est un débat qui est à Bruxelles en ce moment et des textes qui se préparent sur venez les produire. Bien sûr. Chez nous, vos voitures, avec des usines qui sont en train de s'installer aussi en Europe. Factories dans le nord de la France, qui sont installées pour produire des batteries, on va dire. Et pour des raisons aussi logistiques et des besoins pour les constructeurs français et européens, parce que les batteries ça pèse lourd, c'est compliqué en logistique. Et il y a un moment, il y a un calcul qui est fait, c'est plus simple, avec beaucoup de subventions locales, je veux dire, et de l'État pour qu'ils s'installent. On leur a fait dépendants. Après, je trouve que l'analyse de Sylvie est très juste. On a un peu la main qui tremble, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mieux miser dans une industrie et tenter de la sauver alors qu'elle doit faire un virage? Et pour l'instant, honnêtement, son jeu de mots, c'est l'industrie automobile. C'est la sortie de route. C'est-à-dire que, honnêtement, elle a mal négocié le virage à ce stade-là. C'est-à-dire sur des normes qui allaient évoluer, la fin du thermique, là, ils se retrouvent un peu comme des lapins pris dans le phare en disant on va pas y arriver et tout ça. Mais il y a d'autres problématiques aussi, c'est-à-dire que le marché aussi n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de primes, l'État n'est pas resté constant dans l'accompagnement de l'électrification et notamment chez les professionnels, pour les véhicules professionnels, qui est un enjeu majeur, qui est un enjeu profond dans le parc automobile. Donc oui, il y a des grands ratés et il y a un nouveau grand raté des États, parce que là c'est au pluriel, c'est pas que la France, c'est au niveau européen, sur l'accompagnement de cette transition qu'il faut stimuler. Et si on ne stimule pas, on voit que cet accompagnement ne se fait pas. Après, c'est compliqué. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que, on va dire, on est sur une des zones qui était la zone historique de l'automobile. On est l'automobile ça fait partie de l'histoire quand même de l'Europe. Technologique. Il y a des erreurs manifestes qui ont été faites par des entreprises privées de taille importante, au point même d'aller, truquer les chiffres. Je pense à Volkswagen. C'est-à-dire, on en a été réduit à ça. C'est-à-dire que c'est un secteur
qui n'a pas vu venir, qui stratégiquement, oui, depuis 15 ans, 20 ans, c'est planté. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été des choix malheureux sur le fait de rester bloqué sur des technologies sur lesquelles il y avait une énorme maîtrise. Oui. Mais on n'a pas vu le coup d'après, la rupture. Et la crainte, c'est est-ce que on n'est pas en train de rater l'autre coup dans d'autres domaines comme l'intelligence artificielle. Exactement. Et tout ça, moi, je trouve ça un petit peu désolant notre débat ce matin parce qu'on est tout le temps en train de. Non, mais c'est vrai. C'est une spéciale sacrifice. On n'est pas. Oui, je l'avais pas placé sous un thème extrêmement positif non plus. On va pas se mentir. C'est un peu des. Demain, on fera le rebond. Parce qu'on est tout le temps en train les espoirs. Oui, il faudrait quand même trouver quelque chose de positif. Et c'est vrai qu'on a du mal parce qu'on a complètement raté ce virage. Enfin, et maintenant, on parle tout le temps de la même chose en réalité. Oui. C'est un problème de planification, d'anticipation et de vision long terme. Vision à long terme. On manque tous de vision à long terme. Après, bon, l'industrie automobile n'est pas morte non plus. La dépendance au ce qu'on appelle au sentier, c'est-à-dire que comme on était très fort sur le thermique, notamment les Allemands, effectivement, alors que les Chinois, en fait, ils ont fait la rupture, elle a été immédiate. C'est-à-dire que comme ils n'étaient pas thermiques, ils sont passés directement à l'électrique. Ils ont fait ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille. Ce qu'on fait en Europe et qui est quand même aussi, c'est-à-dire qu'on a, au lieu d'accompagner cette transition, ce qu'il aurait fallu faire, on a mis une réglementation en disant c'est pas compliqué, vous allez vous débrouiller parce que de toute façon à partir de 2035, on pourra plus avoir de véhicules thermiques. Oui. Donc on a mis une réglementation qui maintenant panique à peu près tous les constructeurs et donc on va être obligé de revenir sur cette date. Au lieu d'avoir essayé d'aider à la transition. Donc c'est vraiment, c'est pas la démarche qu'il faut faire. Je veux dire, on met pas d'abord une règle avant de voir comment on y arrive. On essaie d'accompagner cette évolution et après on met une règle quand on voit que tout le monde peut y passer. Le modèle industriel chinois, c'est de mettre des centaines de fabricants en compétition les uns avec les autres, avec une progression malthusienne qui fait qu'il en reste 2 ou 3 à la fin. C'est plus efficace, ça, J'avais envie de donner de l'espoir à Sylvie, du coup, parce que c'est évidemment on peut avoir une vision trouble. Alors il y a quand même 2 paramètres juste. D'abord, il y a eu la période Covid qui a pas facilité les choses. C'est une réalité et qui est mal tombée, j'allais dire, dans la chronologie par rapport à la rupture thermique. Puis il y a le désalignement européen, c'est-à-dire que les Allemands sur la construction automobile ont toujours, ont eux aussi commencé à prendre le virage, mais depuis longtemps pariaient plutôt sur le fait, et ce qui était vrai sur le premium en automobile, le fait qu'il y avait un marché chinois, et donc ils ont laissé ouvert aussi, j'allais dire, ce canal-là au détriment d'autres constructeurs qui n'étaient pas sur le premium, comme les constructeurs français, italiens et autres. Donc ça, il y a le désalignement classique européen. Après, il y a de l'espoir, et ce que dit Raphaël est très juste, dans le sens où c'est pas parce que nous on voit arriver des BYD progressivement et plus que des Tesla, j'allais dire, c'est en train de noyer la Tesla progressivement, c'est visuellement en tout cas. Oui. Mais sur le marché chinois au sens strict, il y a quelque chose de darwinien qui va s'appliquer aussi. Il y a plusieurs centaines de constructeurs. On va finir sur avec des surcapacités absolument dingues. On est dans un régime de vente à perte aujourd'hui sur le marché chinois, je parle. C'est-à-dire que vraiment. Donc il y a aussi un effondrement chinois qui va se jouer. Alors pour l'instant, l'Europe est un déversoir. C'est la mauvaise nouvelle du moment. Ah oui. Qu'on a un déversoir. Ce qui est dingue, c'est qu'on parle de baisser les droits de douane. On l'a vécu avec Chine. On l'a vécu avec Chine en textile et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire sauf que contrairement à Chine, là, on est plus sur c'est pas du bas de gamme en fait. C'est ça qui est surprenant, c'est que aujourd'hui, alors c'est pas du haut de gamme, mais c'est du moyen de gamme mais qui cible bien du coup le marché européen. Qui cible très bien le marché européen. C'est aujourd'hui quand vous voulez chercher un véhicule électrique, effectivement, si vous cherchez du côté des constructeurs européens, soit c'est des très petites voitures, soit ça coûte très cher. Et donc, effectivement, ils ont ciblé exactement les catégories sociales qui seraient acheteuses de ce type de véhicule. Après, il va falloir suivre le modèle chinois. Il va falloir commencer à négocier sur effectivement les transferts de technologie, venir, même si c'est des entreprises chinoises qui produisent en Europe. Est-ce qu'il faudrait pas conditionner, par exemple, certaines aides la transition à l'achat du véhicule électrique au fait que ce soit des véhicules électriques fabriqués dont la valeur ajoutée soit réalisée en Europe, faire du protectionnisme, quitte à ce que ce soit des Chinois. En fait, ce qui compte, c'est que cette valeur ajoutée, elle soit quand même réalisée en Europe. D'ailleurs, si on faisait ça, ils viendraient en Europe. Voilà, donc mais ils viennent, il y a déjà 3 usines locaux. Oui, contenus locaux, bien sûr. Mais c'est voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises, je pense.